Nous allons parler ce soir de la sexualité, des problèmes de la sexualité et particulièrement des problèmes de la sexualité des Français. Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série sur les archives de la télé. Aujourd'hui, on va parler de sexualité. Enfin, plus précisément sur l'évolution de la société en s'appuyant sur la façon dont l'a abordé la télévision depuis les années 60. Oh là là, on dirait que je fais une thèse là. Non mais vous inquiétez pas, ça va être marrant, je vous le promets. Alors, il a été compliqué pour moi de trouver des archives sur ce sujet-là parce que, avant les années 60, la sexualité, on n'en parlait pas. Et pas qu'à la télé. En général, dans la vie familiale, sociale et du coup médiatique, il y avait une sorte de Tabou sexuel. De tabou. tabou. Les Français connaîtraient donc mal les problèmes de leur sexualité parce que, d'abord, ce sont des choses qu'on n'enseigne pas, qu'on n'apprend pas aux gens. Les gens devaient découvrir ça par eux-mêmes. Et je ne parle pas que du sexe, mais aussi de l'anatomie, de la procréation ou même des règles. Bref, il y avait une sorte d'omerta sur ces sujets dans la société et surtout auprès des femmes. Mon éducation dans ce domaine-là avait été, je peux dire, pratiquement nulle. J'ai appris tout par moi-même et à mes dépens, je peux dire. On ne vous avait rien dit, ni vos parents, ni Non, au collège non, absolument pas, non, ça on n'en parlait pas. Est-ce qu'à cette époque-là, on savait beaucoup de choses avant de se marier? Ah bah, Non, Les- pas absolument rien. Mais une jeune fille qui ne savait rien, Rien. elle devait avoir peur. Et oui, moi j'avais une mère qui était gentille, qui m'aimait bien, j'étais toute seule d'enfant et enfin, je sais pas, elle aurait pu quand même. Même quand on arrive à l'âge de la puberté, qu'on s'aperçoit qu'on est devenu jeune fille, moi elle m'avait pas prévenue, hein. Alors moi j'étais vers elle en pleurant, en lui disant qu'est-ce qui m'arrive, faut appeler le médecin. Il y a tout un tas de raisons qui poussaient à ne surtout pas parler de sexualité. Il faut remettre les choses dans leur contexte, la société pré-années 60 était beaucoup plus prude, mais surtout était majoritairement catholique pratiquante. Et comme en témoigne un prêtre en 1968, l'Église a eu un énorme rôle dans ce tabou. c'est peut-être vrai que cette notion, vous voyez, de péché, cette notion de mal, elle était forcée par certains prêtres. Bon, je ne sais pas si on peut dire par l'Église en général, mais par certains prêtres, oui. Je suis persuadée que pour la majorité d'entre nous, l'éducation, sinon religieuse, du moins teintée de christianisme que nous avons pratiquement tous reçu jusqu'à présent, pèse profondément sur notre vie sexuelle. Du coup, quand les toutes premières émissions qui parlaient de sexualité ou juste d'éducation sexuelle auprès des jeunes ont vu le jour à la télé, ils ont invité... Un prêtre d'abord, le père de l'Estapie. C'est pour vous dire le poids de l'Église catholique dans la société. Sinon, je vois pas l'intérêt d'inviter des prêtres pour parler de ça. Normalement, c'est pas les plus expérimentés en termes de sexualité, les prêtres. Et encore moins pour parler de sexualité auprès des enfants. Attendez une minute. Non, si les prêtres sont là, en réalité, c'est pour confronter la vision de l'Église à celle de l'éducation sexuelle. Et bon, à l'époque, l'Église, défendant ses valeurs millénaires, était plutôt contre toute forme d'information liée à la sexualité. Ça devait se découvrir seulement après le mariage, comme en témoigne cette séquence d'une adolescente de 18 ans qui confie son envie de faire l'amour avec son fiancé à une gynécologue catholique. Que pensez-vous d'une mineure, fiancée plus ou moins, avec un garçon qu'elle ne peut pas épouser pour l'instant? Le problème se pose parce qu'il n'y a aucune raison que sous prétexte qu'on a 18 ans et pas 21 ans, on n'ait pas le droit d'être heureux. En somme, votre problème est que vous pensez que la meilleure préparation à un ménage, à un couple réussi, est d'avoir, si vous voulez, des expériences sexuelles avant le mariage. Tout à fait. Je trouve ça absolument aberrant qu'on se marie sans se connaître. Et se connaître, c'est se connaître aussi bien moralement que physiquement. Alors là, je crois peut-être que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne croyez pas? Non, je ne crois pas. Et je ne crois pas que ce soit une bonne préparation à une vie conjugale heureuse et épanouie que de mettre la charrue avant les bœufs. Voyez-vous, deux jeunes qui considèrent que pendant les fiançailles, il faut avoir une union totale, je crois c'est comme des enfants qui, aimant la tarte aux cerises, veulent la manger avant qu'elle aille au four. J'ai pas compris le rapport entre manger une tarte aux cerises crue et faire l'amour. Mais bref, ces émissions étaient surtout là pour éveiller une remise en question de l'éducation sexuelle des jeunes quasi inexistante ou alors empreinte de religion. La solution qui en ressort, c'est que c'est la place des parents. L'enfant pose les questions dans sa famille et si les parents savent entendre ces questions, c'est de très bonne heure qu'ils ont à répondre aux choses, même les plus poussées, les plus précises. Mais si les parents, comme ça a déjà été dit,
auparavant dans cette émission sont eux-mêmes victimes du manque d'éducation sexuelle, comment vont-ils transmettre un savoir qu'ils ne connaissent pas? Et oui, forcément, tous les parents n'ont pas la même vision de l'éducation sexuelle qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants. Et d'ailleurs, c'est ce que nous propose la suite de cette émission. Et bien maintenant, nous allons vous montrer deux exemples d'éducation sexuelle pratiquée par les parents. Deux exemples qui sont opposables à peu près directement, puisque l'un, il s'agit d'un père, est vraiment, alors là, victime de ces tabous sexuels dont on a beaucoup parlé au cours de cette émission. Il est très gêné, vous le verrez. Et le deuxième de ces documents, qui est son contraire, c'est une mère de famille expliquant à son fils de 9 ans comment on fait les enfants, comment ça se fabrique. Commençons par ce fameux père de famille plein de tabous. Comment pensez-vous que l'on doive procéder pour l'éducation sexuelle de ces enfants? Aux questions que nos enfants ont pu nous poser à l'époque, à l'âge auquel habituellement on pose ces questions, nous avons répondu, franchement, sans éluder le problème. Vous l'avez entendu, ce père de famille annonce répondre à toutes les questions de ses enfants. Mais juste après, on assiste au plus gros retournement de veste de toute l'année 1968. Pouvez-vous me donner un exemple des questions auxquelles vous avez répondu vous-même? Personnellement, je n'ai pas répondu à aucune question, parce qu'il ne m'a jamais été posé de questions précises. Ah ben, faudrait savoir. Au final, il a répondu à aucune question. Je vous mets un autre extrait, mais bon, cette fois-ci, je vous rassure, j'ai pris le soin de couper tous les silences entre les mots, parce que sinon la vidéo va faire 1 heure. Bien, moi je dis, et je crois, il est peut-être pour l'instant plus prudent, en tout cas, de s'en tenir aux méthodes qui ont fait leurs preuves, plutôt que d'amener les enfants à débattre aujourd'hui publiquement d'une question aussi délicate, et je le répète, aussi fondamentale pour leur avenir. En quelque sorte, je ne fais, si vous voulez, que poursuivre. Même, j'ai appris lorsque j'étais enfant, et continuer sur les méthodes qui m'ont été transmises. Et oui, les parents ont souvent tendance à reproduire l'éducation qu'ils ont reçue, même s'il y a des erreurs. Mais toute la société à l'époque n'était pas comme ça. Il y avait aussi certains parents progressistes qui souhaitaient une meilleure éducation sexuelle de leurs enfants, comme justement la séquence suivante entre une mère et son fils. J'ai accepté de faire cet entretien devant la caméra sur les questions sexuelles avec Guillaume, mon dernier petit garçon qui a 8 ans. Ah, super. Vas-y Guillaume, pose ta question. Qu'est-ce que c'est que les règles? Qu'est-ce que c'est que les règles? Oui. Eh ben bravo Guillaume, tu viens de démonétiser ma vidéo, en une phrase. Et oui, parce qu'il faut le savoir, YouTube n'aime pas qu'on parle de règles sur sa plateforme. Du coup, YouTube censure en supprimant les revenus que la vidéo peut générer. C'est quand même fou qu'un site internet en 2022 soit plus prude que la télévision de 1968. Mais bref, maintenant que le mal est fait, merci Guillaume, écoutons la suite. Eh bien, c'est quelque chose qui arrive aux dames et aux jeunes filles tous les mois. Et alors à ce moment-là, vers 12-13 ans à peu près, tous les mois, elles ont un petit écoulement de sang qui se produit. Et c'est très utile. Ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré la réponse très pédagogue et extrêmement claire de sa mère, le Guillaume, il en a rien à carrer. Je vous fais un petit best-of des moments où Guillaume préférerait jouer plutôt que d'écouter le discours de sa mère. Et quand une jeune femme attend un enfant, elle n'a pas ses règles. Si elle est enceinte à un moment du mois, eh bien, elle ne peut pas le savoir tout de suite. Quand on se marie, c'est plus facile, c'est plus commode, quand on veut rester longtemps ensemble et avoir des enfants. Il y a différentes sortes d'animaux. Il y a des animaux qui ne font pas leurs petits, qui s'installent dans cette poche du ventre de la mère. Oui. Mais est-ce qu'il faut toujours être marié pour avoir un enfant? Non mais Guillaume fait un effort, il a vraiment rien écouté de l'explication, c'est pas possible. Évidemment, je dis ça pour rigoler, c'est un peu normal que ce ne soit pas des notions qui s'intègrent facilement pour un enfant de 8 ans. Et surtout, je vais arrêter de me foutre de la gueule de Guillaume, parce que s'il a 8 ans en 1968, ça veut dire qu'il en a 54 aujourd'hui. Et qu'à tout moment, il peut débarquer et me péter la gueule. Mais bref, les deux extraits qu'on a vus, ce sont deux visions diamétralement opposées. L'une traditionnelle et religieuse, et l'autre plutôt progressiste et scientifique. Et comme on ne pouvait pas forcer tous les parents à adopter la même méthode, il a fallu trouver un autre moyen d'apprendre ce qu'est la sexualité de la même façon. Et ce moyen, c'est l'école. Je crois qu'il faut voir les choses en face. L'école ne peut plus rester en dehors de ces problèmes sur le plan de l'information scientifique, comme le disait Châtelet, jusqu'à présent cela n'existait pas. Dès la rentrée 1973, des cours d'information sexuelle deviennent obligatoires à l'école. L'éducation sexuelle à l'école, c'est donc récent. D'une part, dans le cadre strictement scolaire, instituteurs et professeurs sont encouragés à donner un enseignement relatif à la procréation. Et quand on voit le niveau de connaissance des enfants à l'époque, on se dit que ça pouvait pas faire de mal. Les bébés sortent par le... Pour les animaux, ils sortent là. Là. Et puis pour les mamans, ils sortent... ça fait très mal à la maman quand ça sort par le derrière. Non.
Les bébés ne sortent pas par là. Alors d'un côté, certains parents étaient pour les cours d'information sexuelle, et de l'autre, certains étaient outrés. Les cours d'éducation sexuelle, c'est pas aux enfants qu'on devrait les faire. C'est aux parents d'un lycée en début d'année dans certaines classes pour leur faire mettre le doigt. Non, je vais pas faire cette blague. Pour leur faire mettre le doigt sur les dangers de ne pas oser parler à leurs enfants. Or, je crois que la mentalité actuelle, beaucoup de parents, la plupart des parents que je connaisse sont de mon avis et sont contre un enseignement dans les lycées et dans les collèges. En même temps, qui de mieux que l'école pour parler de sexualité aux jeunes? On va pas demander à Jean-Pierre Elkabbach de le faire à la télévision. Bonsoir, la sexualité. Ah non. Bon, au moins cette émission a le mérite de relever 2 points importants. Le premier, c'est que Jean-Pierre Elkabbach n'a pas toujours été aussi vieux, et le second, c'est le questionnement sur les limites de cette information sexuelle à l'école. Soit parce que c'était trop scientifique et que ça pouvait manquer de romantisme. C'est uniquement limiter l'éducation sexuelle à l'information sur la procréation. Cela, c'est absolument dangereux parce que ça n'est pas seulement incomplet quand il s'agit de l'amour, car là encore, on n'a pas encore prononcé ce mot, il s'agit de l'amour. Les hommes et les femmes ont le droit de choisir de faire l'amour pour le plaisir, ils ont le droit de choisir de faire l'amour pour faire un enfant, ils ont le droit, et ça c'est fantastique, c'est le summum. Oui, elle a dit summum à la place de summum. Haha, oui, c'est rigolo. Je suis obligé de le relever parce que sinon, il va y avoir que ça dans les commentaires. Bref, la suite. C'est fantastique, c'est le summum, de, en quelque sorte, concrétiser cette approche merveilleuse de 2 êtres en faisant l'amour et en même temps, s'ils le veulent, faire des enfants. Mais l'émission aborde aussi les limites morales de ces cours de sexualité. M'occupant d'une table ronde, pas une table ronde, mais enfin d'une réunion où apparaissaient des petites filles de 13-14 ans appartenant à une école religieuse qui devait parler d'information sexuelle, peut-être d'éducation sexuelle, je leur avais demandé, plutôt que de préparer un discours didactique qui m'indisposait, j'allais me poser un certain nombre de questions. Parmi celles-ci, mais c'en est une parmi 20, il y en a une fille qui disait jusqu'à quel point une fille de 13 ans, catholique pratiquante, a-t-elle le droit d'exciter un garçon? Jusqu'à y compris l'éjaculation, si ça peut vous faire plaisir, parce qu'après tout... Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Bon, passons à un autre extrait. Si vous voulez bien, madame, nous allons entendre encore un autre témoignage, celui de Michel. Vous allez voir que lui, peut-être, n'a pas eu de dialogue avec ses parents et que sa sexualité, il l'a fait plutôt... il en a fait l'apprentissage dans la rue. 18, tu as déjà couché avec des filles? Oui. Souvent? Oui. Depuis quel âge? Oh, vers l'âge de 14, 15 ans, 14 ans et demi. Et comment ça s'était passé? Dans les chiottes. Au lycée? Ouais, au lycée. Vous savez, les salopes des lycées, c'est comme ça qu'on commence. Ils se font la gueule. Non mais c'est pas possible, enfin Michel, on peut pas dire les du lycée dans les chiottes. Bon, voyons voir la suite. Tu savais déjà à ce moment-là comment faire bien l'amour à une fille? Non, franchement non. Mais j'en avais une idée, quoi. Oui. J'en avais quelques idées. Bien sûr, j'ai fait ça comme un voleur. Bon, je suis parti comme un voleur, quoi. J'ai fait ça. Un sacré gentleman, ce Michel. Tu trouves un lieu où avoir des rapports sexuels? C'est un endroit à toi où tu peux recevoir des filles? Ou je vais à l'hôtel, ou alors je vais chez moi, dans les caves. Dans les caves? Bref, heureusement, toutes les premières fois ne se sont pas passées comme ça. Alors, moi j'ai fait l'amour la première fois, si on peut dire que c'était l'amour, parce que c'était pas du gâteau la première fois. D'abord, elle aussi, c'était la première fois qu'elle faisait l'amour, et moi aussi. Et ça a été mal fait. Mais c'est peut-être là que j'en garde le meilleur souvenir. Pourquoi? Je sais pas exactement pourquoi. Parce que je l'ai considérée, cette fille. Ah, ben voilà, ça c'est romantique. Que maintenant, c'est devenu un peu plus... Ça va un peu plus vite, tout ça. Et j'y attache moins d'importance. Ok, j'ai rien dit. Non, maintenant il en a en fait clairement rien à foutre des filles avec qui il couche. Est-ce que vous avez l'impression, à l'âge que vous avez, que vous pouvez exprimer librement votre sexualité? Je sais que moi, maintenant je peux, mais je me rappelle, il y a longtemps, je pouvais pas. C'était les gardiens dans les caves. C'est quoi ce délire avec les caves? Ils sont tous spéléologues ou alors j'ai raté un truc?
Quelqu'un m'a pas prévenu? Et surtout, dans toutes les archives que j'ai trouvées, on demande qu'aux garçons ce qu'ils en pensent. Parce qu'à l'époque, la télé et la société en général s'en foutaient royal de ce que pensaient les femmes. Encore une fois, il faut remettre ça dans son contexte de l'époque. Mais ça n'a pas empêché aux décennies 70 et 80 d'être celle de la libération sexuelle. On ne doit pas seulement ça aux cours d'éducation sexuelle donnés à l'école. Oh non, 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 ça c'est une poussière dans ce mouvement de libération sexuelle. En réalité, on doit surtout ça aux femmes. Parce que avant les années 70, le schéma classique, c'était on se marie entre 18 et 20 ans, on découvre le monde de la sexualité à ce moment-là, sans même savoir ce que c'est, et surtout, on l'utilise que pour faire des enfants. Sauf que les couples, et surtout les femmes, en avaient un peu marre d'avoir autant d'enfants. La femme devient esclave quand il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui ne les demandent pas, qui arrivent à presque 9 mois d'intervalle. Alors il y a le problème du logement, il y a le problème de la paye du mari qui n'est pas... et élever les enfants, quoi. Vous avez combien d'enfants? 7. 7. Chacun de ces 7 enfants, est-ce que vous l'avez voulu? Non, le premier sûrement, parce que vraiment, retour de captivité, c'était quelque chose de formidable d'avoir un enfant. Le deuxième, ma foi, nous étions contents, nous aurions voulu un garçon. Nous avons eu 4 filles à la suite, mais enfin, avouez qu'on les a surtout acceptées. La violence de cette phrase est terrible, on les a surtout acceptées. C'est pour vous dire à quel point, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix pour la régulation des naissances. Et le pire, c'est que c'était une volonté du gouvernement. Pour comprendre ça, il faut remonter à la fin de la Première Guerre mondiale, quand la paix revient en 1918. Et quand la paix revient, la France a perdu 1 200 000 jeunes hommes. Pour le législateur de 1920, pas de question. Il faut repeupler la France. Ce sera la fameuse loi de 1920. Une loi qui réprime tout ce qui, de près ou de loin, incite au contrôle des naissances ou le permet, et y associe une sévère répression de l'avortement. Les femmes ne pouvaient pas contrôler leur droit d'avoir un enfant ou pas. Leur problème majeur, quand elles sont en âge d'avoir des enfants, c'est vraiment ça. C'est de savoir que chaque mois, elles peuvent être enceintes. Je ne dis pas chaque année, je dis bien chaque mois. C'est de savoir que leur corps ne leur appartient pas, qu'elles courent des risques qu'elles n'ont pas forcément choisis et qu'elles ont peur. Sauf que les femmes avaient envie de travailler, de s'émanciper et de ne plus être que des poules pondeuses dont le rôle était de faire des enfants et de les élever. Pour ça, elles ont cherché à limiter les naissances, souvent par l'avortement illégal. Ça pouvait être fait à l'aide d'une aiguille à tricoter, on appelait ça les faiseuses d'anges. Évidemment, c'était très dangereux, puisque les femmes pouvaient avoir des complications comme des infections mortelles. Et si elles survivaient mais que l'avortement se savait, elles risquaient la prison. J'ai retrouvé un micro-trottoir de 1974 sur le sujet de la légalisation de l'avortement. Je vous laisse regarder. D'abord, comment ça se fait? Alors, tant qu'à faire, le faire légalement que de le faire en cachette. Pourquoi? Je suis pour, parce que j'en ai eu beaucoup et puis ça suffit maintenant, je suis fatiguée des gosses. Si vous aviez pu avorter, est-ce que vous l'auriez fait? Ah, si je l'ai fait déjà, c'est pas que je l'ai fait. Est-ce que vous Je n'avez l'ai fait plusieurs fois et je suis bien contente. Parce que trop de gosses comme ça, c'est pas... Combien d'enfants avez-vous? Oh, maintenant, j'en ai 5, mais j'en avais eu 8. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez risqué votre vie en avortant dans de mauvaises conditions? Oh, quand on est dans ces moments-là, on pense pas à rien. On est content d'être soulagé, mais il y en a que ça plaît pas. Par exemple, mon voisin, il a 10 gosses, il est bien content. La détresse de cette femme en dit long. Et ce genre de cas n'était pas rare. Regardez ce témoignage de 1966. Il me semble que du fait du nombre particulièrement élevé d'avortements qu'on peut relever en France, je crois que c'est aux alentours de 500 000, enfin selon les prévisions, disons, les plus optimistes, il me semble que c'est une nécessité. La loi qui interdit la publicité et la vente de ces moyens date de 1920. Il me semble peut-être dépassé à notre époque. Des hommes comme le professeur Pied-de-Lièvre ont prouvé qu'il y avait à peu près autant d'avortements que de naissances en France. 500 000 avortements illégaux par an. La société avait besoin de contrôler les naissances et non plus de les subir. Ça a été un long chemin, mais le gouvernement a enfin abrogé la loi de 1920 interdisant tout contrôle des naissances et a rendu l'avortement légal en 1975. En parallèle, pour éviter d'arriver à l'avortement, sont apparus les moyens de contraception modernes tels que la pilule. L'action de ces médicaments anticonceptionnels est essentiellement de suspendre, plus exactement d'empêcher, l'ovulation
c'est-à-dire la ponte de l'œuf par l'ovaire, c'est-à-dire encore, bien entendu, la possibilité de fécondation de cet œuf par le spermatozoïde. Cette pilule avait été distribuée légalement aux États-Unis dès 1960, mais pas en France, puisqu'on craignait qu'elle soit nocive pour la santé. Des estrogènes, c'est-à-dire des hormones, tels sont les produits, encore assez mal connus, qui entrent dans la composition de ces pilules contraceptives. Mais ce cocktail hormonal quotidien risque-t-il d'être dangereux ? Il faudra attendre 1967 pour que la pilule soit légalisée et quelques années encore pour qu'elle rentre définitivement dans les mœurs. Malgré sa remise en cause aujourd'hui pour les effets secondaires qu'elle apporte ou bien la charge mentale qui lui est associée pour les femmes, à l'époque, l'arrivée de la pilule a été l'un des plus gros moteurs de la libération de la femme, de la libération sexuelle et des mouvements féministes. Les femmes pouvaient choisir d'avoir des relations sexuelles sans forcément tomber enceinte. Cette liberté sexuelle se traduit aussi à la télévision, où le sujet du plaisir dans le sexe devient de moins en moins tabou, comme le prouve cette émission de 1988 dédiée à la sexualité des Français. Pour autant, est-ce que l'épanouissement sexuel des Français est-il au zénith? Là, oui, il a dit zénith à la place de zénith, mais je crois que c'est un pote de summum de tout à l'heure. C'est le summum. Est-il au zénith? Non mais attendez, on s'égare là, c'est pas du tout pour ça que je vous montrais cette émission, on parlait de libération sexuelle. Donc la génération de femmes libérées a pu transmettre ça à leurs enfants. Comme on peut le voir dans cette famille où une mère a proposé d'elle-même à sa fille de 14 ans de prendre la pilule. Vous avez réagi comment quand elle vous a demandé la pilule? Elle ne me l'a pas demandé, hein. C'est moi qui lui ai proposé. Donc, Pour elle, ça s'est bien passé. ça s'est bien passé, elle a eu de la chance. Elle aurait pu tomber sur une mère plus réticente. Dans ce reportage, on voit donc Ludivine et son petit copain Jérôme, les parents de Ludivine, ses grands-parents et le chien, qui a clairement envie de participer. Bref, l'idée du reportage, c'est de parler sexualité à travers les générations. On a donc ce moment très gênant où Ludivine doit parler de sa première fois avec son petit copain devant ses parents et ses grands-parents. Alors tu as décidé comment de sauter le pas? J'ai pensé peut-être qu'il était temps. Pas pour l'âge, mais qu'il était temps parce que... Ouais, il était temps. Non, j'en avais pas besoin. Enfin si, quand même, mais pas... Mais encore plus gênant, on a le droit au nombre de rapports sexuels des parents. Est-ce qu'on peut quantifier les rapports sexuels qu'on a moins ou pas? Là aussi, devant les grands-parents, leur fille et le petit copain de leur fille. Ça dépend des périodes, c'est pas régulier. Il y a des moments où c'est bien, puis il y a des moments où c'est un peu moins bon, c'est tout. Alors les moments où c'est bien, c'est... Quand tu manges moins bien. Tous les 2 jours, c'est pas mal. Ouais, à peu près. Et les moments où c'est pas bien? Bon, tous les 3 jours. Ou 4 jours. Quelquefois 2 fois par jour, ça dépend. 2 fois par jour, oui. Ça dépend des conditions. Oh, c'est pas du tout malaisant comme truc. Mais si je vous disais qu'il y a pire? Vous avez l'impression qu'on fait l'amour jusqu'à quel âge? Ben, tant qu'on peut, pas de problème. Moi, je connais des gens qui ont la soixantaine, ils ont des rapports 2 à 3 fois par jour. 2-3 fois par jour. Régulièrement. Et devinez quel âge ont les grands-parents assis juste en face d'eux. Tadam! Moi, je connais des gens qui ont la soixantaine, ils ont des rapports 2 à 3 fois par jour. 2-3 fois par jour. Alors, donc, il n'y a pas La d'âge. dame et le monsieur ont 60 ans. Donc ça peut aller jusqu'à 2 fois par jour pour les parents et 3 fois par jour pour les grands-parents. Eh ben ça y va dans cette baraque. En fait, le cri du chien tout à l'heure, c'est un appel à l'aide, il n'arrive plus à dormir. Bref, donc la sexualité au fil des décennies a évolué et la télévision en a été le témoin. Tellement qu'ils ont même voulu essayer d'anticiper le futur. Comme dans ce micro-trottoir de 1978 où l'on a demandé aux gens ce que serait l'amour en l'an 2000. À votre avis, comment on aimera en l'an 2000? Je pense que ça sera moins entiché de freins dus à l'éducation qu'on aura reçue. C'est-à-dire? Je pense que les rapports seront beaucoup plus libres. Oui. Peut-être la sexualité va retourner, va essayer de faire la jonction avec ce qui se passe dans la tête aussi. L'amour physique, plutôt moins. Je sais pas, parce que j'ai rien compris. La pornographie, je pense que ça régressera parce que du fait de l'évolution, les gens n'auraient plus besoin de cet aspect-là. Oui, bon, ben, ils pouvaient pas prévoir Internet non plus. Vous pensez qu'il y aura une nouvelle loi qui viendra? Oui, c'est ça, pour au cas où le père ne puisse pas claquer la porte et dire salut, c'est pas mon enfant, et je te donne rien, et puis tu te débrouilles. Vrai, c'est ce qu'il s'est passé. Il n'y aura pas de l'amour en l'an 2000, ce serait plutôt un ordinateur qui distribuera plus ou moins L'amour, la sensation? Oui, la sensation.
J'ai pas vraiment cette relation-là avec mon ordinateur. J'espère que ce sera de mieux en mieux, que ce sera l'épanouissement de ce qui démarre en ce moment, c'est-à-dire la liberté. Et oui, comme on l'a vu dans cette vidéo, si aujourd'hui nous avons le choix d'avoir une liberté sexuelle, c'est grâce à tous les combats qui ont été menés par les générations précédentes, et plus particulièrement les femmes. Je trouverais ça marrant de faire la même chose aujourd'hui. Comment imaginez-vous l'amour et les relations sexuelles en 2050? Je vous laisse faire vos pronostics en commentaire. Je ferai une vidéo en 2050 où je les lis et on comparera. J'aurai 61 ans et je serai toujours là à faire des vidéos. Je fais une crise d'angoisse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de trucs. Petite précision, je n'ai parlé que de sexualité et de relations hétérosexuelles parce que je compte faire un épisode dans le futur de cette série sur l'homosexualité. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10 h, pour une prochaine vidéo. Salut!